Bonjour à tous et bienvenue sur Agorsica TV pour Tutti Foot. Cette semaine en plateau le Sporting Club de Bocognano Gravone avec l'entraîneur Pierre-François Sinapi et le responsable du foot à 11 Yves Gentil. Messieurs, bonjour. 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 Cette semaine, Brice passe en joker de luxe et remplace Patrice pour cette émission. Brice, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Et on va commencer de suite par la présentation du club de Bocognano et les évolutions qu'il y a eu depuis l'an dernier. Alors messieurs, effectivement, nous avions eu l'honneur de vous recevoir en plateau l'année dernière. Depuis, quelles évolutions le club a-t-il connu en termes d'infrastructure, de formation et de développement des catégories jeunes? On a pas mal évolué quand même. Déjà une passation entre guillemets de pouvoir, puisque c'est Pierre Franc qui était, on était ensemble déjà depuis 2 saisons, qui a récupéré l'équipe Fagnon, la R1. J'avais besoin de prendre un peu de recul, donc du coup on m'a proposé, parce que bien entendu je comptais rester au club, on m'a proposé ce rôle de responsable un petit peu du foot à 11, où il faut driver un petit peu les différentes catégories, en étant toujours très proche de la R1 et de Pierre Franc, puisqu'il est seul, il n'a pas d'adjoint officiel, je dirais. Et ensuite sur l'école de foot, on a beaucoup évolué aussi, parce qu'on a un responsable de l'école de foot maintenant, Yannick Balestrine, qui était auparavant chargé de la R3, qui est en train de passer beaucoup de formations, tous ses diplômes, qui a récupéré l'école de foot. Donc voilà, c'est les 2 gros changements, je dirais, qu'on a opérés, même si on est sur une année un petit peu de transition avec ces 2 nouveaux rôles. C'est les 2 gros changements qu'on a opérés à l'intersaison. Justement, le rôle de responsable de foot à 11 a été créé pour vous, ou il y avait déjà un responsable les années précédentes? Alors, il y a Patrick Borel qui est au club depuis X années, qui est dirigeant, qui était et qui reste le responsable sportif général, je dirais. Il y a eu donc la création de ces 2 postes, de moi sur le foot à 11 et Yannick Balestrine sur l'école de foot, sur le foot à 7. Allez, on passe directement avec la Coupe de Corse. L'Asvar qui va recevoir la Casinca pour les 8e de finale. La réserve de Borgo va recevoir l'FGEB. La réserve de Fouriane et la réserve de la Balagne vont s'affronter. Le CB va recevoir le GFCA, un match très difficile qui attend les hommes de Xavier Prouvant. L'AS Porto Vecchio qui va recevoir Ghisonaccia Prunelli. Et Bastelicacia qui va recevoir soit Corte, soit Echica Zoarel, puisque le match va se jouer ce week-end entre Corte et Echica. Et vous allez vous déplacer à Montigello. Ça va être un match assez difficile à Montigello parce que on connaît le piège qui est la Balagne. C'est jamais évident d'aller s'imposer à Montigello. Oui, non, c'est sûr que ça va être un match compliqué, surtout en coupe, hein, où souvent il n'y a pas de favori. Hein. C'est l'équipe qui a le plus envie qui arrive à faire la différence. Bon, la seule chance, enfin, si on peut appeler ça une chance, c'est que le match est délocalisé du coup, par rapport au souci qu'il y a eu Monticello contre la Costa Verde, et du coup le match va se dérouler à Corte. Donc pour nous, c'est sûr que c'est un avantage supplémentaire de jouer sur un terrain neutre plutôt que de jouer à Monticello. Mais ce match va certainement être très difficile, ça on le sait, on s'y attend. Puis le fait de jouer sur un terrain neutre, ça vous évite le déplacement. Ouais, voilà, exactement. Et pour les organismes, c'est un plus qui n'est pas négligeable. Non, mais ça c'est sûr, c'est évident. Corte, bon, il y a qu'une heure et quart de route, donc le déplacement est moins compliqué. Donc voilà, c'est même plus facile pour nous pour préparer ce match. Allez, on passe maintenant en challenge Alex Stra. Pour les gros résultats, le CB a mis une gifle violente contre la Juventus Bastiac. La Pieve s'est imposée contre Montigello, justement 1-0. Le derby du Centre-Corse a vu Ponteleccia s'imposer contre l'Union 2-1. L'AS Porto Vecchio, la réserve, a mis un revers aussi à Saute à 11-0. Et Cargese a sorti le double tenant du titre qui est Bonifacio au penalty 3-1. Ils sont restés sur un score de 2-2. On va écouter justement le président de Cargese, Stéphane Zanettach, qui nous a livré quelques impressions sur le match et sur le club de Cargese en général. Bonjour, merci d'abord de nous avoir invités. Ensuite, oui, vous avez raison, en ce moment, on est sur une très très bonne dynamique. La victoire à Bonifacio, franchement, nous sommes descendus en bas avec plein d'ambition. Surtout que nous étions diminués, il nous manquait des remplaçants.
Ça a été un match qui était très 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 serré, qui s'est passé dans un très très bon esprit, dans un esprit de coupe engagé, bien entendu. Donc nous menions 2-0 jusqu'à 10 minutes de la fin du match, et sur des faits de jeu, Bonifacio est revenu et nous sommes qualifiés au tir au but. Après, c'est les dés qui ont fait que, et le fait d'avoir sorti le tenant du titre, le double tenant du titre, nous donne beaucoup d'espoir dans cette compétition. Voilà, nous allons essayer au moins d'être à la hauteur de ce qu'a été Bonifacio ces 2 dernières années. Ça, c'est sûr. Bon, d'abord, on s'est aperçu déjà, on monte de niveau inférieur, donc on s'est aperçu déjà qu'il y avait une petite différence sur le jeu. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus costaud. Vraiment, il y a vraiment un décalage entre la R2 et la R3. Il faut savoir qu'en début de championnat, toutes les équipes qui sont sur le littoral ont le même problème, parce qu'on est des communes touristiques, on a tous nos jeunes qui travaillent dans des restaurants, qui travaillent à droite, à gauche. Donc c'est compliqué de commencer bien un championnat, surtout comme on l'a commencé nous à l'extérieur. C'est difficile d'avoir son équipe type. En plus, en début de championnat, on a payé malheureusement les quelques travailleurs qu'on a eu l'année dernière, donc on avait quelques joueurs suspendus. Et il nous a fallu un laps de temps pour apprivoiser la bête, je dirais, pour être au niveau de la R2. Et dès qu'on a pris la cadence, dès qu'on a retrouvé nos joueurs, le travail qu'a fait l'entraîneur a commencé à payer. Et les victoires après se sont enchaînées. On a bien pris la mesure. On s'est surtout aperçu que c'est un championnat qui est très 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 serré, contrairement à ce que vous avez dit, sans vouloir. Toutes les équipes se valent. Il n'y a pas d'équipes qui sont moins fortes que d'autres. Ça peut aller très 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 vite. En gagnant 2 matchs, on peut vraiment lutter pour l'accession. En perdant 2 matchs, on peut tout de suite se mettre à jouer le maintien. C'est un championnat qui est très serré, contrairement à ce que laisse apparaître le classement, quoi. Alors exactement, au-delà des résultats de la R2 qui vraiment sont importantes parce que c'est l'équipe Fagnon, c'est l'équipe qu'on regarde, c'est le porte-flambeau du club. Nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est dans le milieu rural, là où on est, dans un territoire qui est très dépeuplé, où il y a 7000 personnes sur tout le territoire partant de Calcatoche jusqu'à Auzagne. C'est très difficile de faire jouer tous les jeunes ici. Donc nous, notre but était de réussir à avoir tous les jeunes de la région. Donc pour ça, on a essayé quand même de mettre en confiance les parents. Nous avons fait la formation des entraîneurs. Chaque catégorie, partant de DU6 jusqu'au U13, puisqu'on a notre nouvelle catégorie cette année, DU13, ont un entraîneur qui a le petit diplôme fédéral. Donc tout le monde y met du sien. Ça commence à être cohérent. Les entraînements se font très très bien. On a réussi à jongler avec le collège de Vico, qui est quand même à une demi-heure d'ici par la route. Vous voyez les routes. Les enfants quand même descendent, s'entraînent, remontent. Le soir, on a réussi à mailler un peu le territoire. Les parents font beaucoup d'efforts et ça paye. Ça paye même au niveau des jeunes qui ont fini second de leur championnat en première phase, en U13. Et là, qui jouent pour la deuxième phase, on espère que ça va bien se passer, quoi, qu'on arrive à faire quelque chose. Il est bien évident que c'est la locomotive. Notre stade, nos infrastructures sont la locomotive. Là, faut reconnaître que la commune a mis vraiment au-delà de nos espérances tout ce qu'il fallait. On a quand même 4 vestiaires, on a un terrain qui est classé T3, on a une pelouse nouvelle génération, le stade est bien fermé, toutes les commodités y sont, les parkings. C'est vrai que ça met beaucoup en confiance, et les parents et les joueurs, et même les visiteurs qui viennent et qui sont beaucoup plus à l'aise. La buvette est beaucoup plus accessible. Après les matchs chez nous, vous pouvez demander à toutes les équipes, on boit, on s'amuse, on reçoit bien tout le monde. Et on espère continuer dans cette dynamique-là, en gardant toujours dans notre tête que le football, que ce soit en R2, c'est l'amusement après le travail. Et pour les gamins, c'est un moyen d'expression et c'est un moyen de dépenser ses énergies. Voilà, il n'y a pas on espère sortir des Ronaldo, mais on n'en sortira pas beaucoup. Donc, il faut que les parents reviennent à la réalité en disant que voilà, le football, c'est fait pour se dépenser. C'est un sport qui est collectif. C'est un sport où on apprend à vivre en commun. C'est un sport où on apprend des règles. Et voilà, c'est ce qu'on essaie d'inculquer à nos jeunes, quoi, au-delà de tout. Oui, alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui fait... Bon, c'est la géographie qui veut ça. C'est vrai que c'est très contraignant, que ce soit physiquement pour les organismes, ou que ce soit financièrement aussi. Donc, physiquement pour les organismes, parce que c'est très très loin. Bon, les jeunes jouent dans la région d'Ajaccio, mais quand il faut aller à Propriade, c'est quand même à 2 heures. Si vous prenez la R2 cette année, nous, le plus court déplacement, c'est Corté, c'est 2 heures. Et on n'a pas un autre déplacement en dessous de 3 heures moins le quart.
où on va jusqu'à Bonifacio, où c'est 3h15. D'ailleurs, quand les équipes viennent chez nous, elles le sentent, elles sont un peu, elles sentent qu'il y a la fatigue de la route. Hein. C'est pour ça qu'on les accueille très très bien. On leur donne à manger après le match, la collation. On essaie de faire en sorte que tout se passe bien. On crée surtout des liens. Et puis bon, ce qui va, c'est là, comme on voit par exemple l'accueil qu'on a reçu à Bonifacio, qui dans l'autre sens, on voit que les clubs nous font le même accueil dans l'autre sens. Et ça se passe super bien. Après, au niveau financier, il est bien évident que on a été obligé cette année avec le club d'acheter un minibus parce que tous les parents peuvent pas se déplacer. Donc ce minibus a été acheté en partenariat avec la Fédération française de football, avec la collectivité de Corse. Donc il est tout neuf. L'association sportive cargésienne a mis le reste. Et ensuite, bon, financièrement, comme je vous ai dit, il y a les coûts d'essence. Parce que bon, on peut demander à des bénévoles de se déplacer, de s'y mettre, mais il faut pas que ça leur coûte de l'argent non plus. Donc le club est obligé quand même de au moins payer l'essence pour tous ces gens qui se déplacent. Et ensuite, c'est surtout quand on reçoit les arbitres, parce que quand on reçoit des arbitres aux frais kilométriques, un match à Cargèse, c'est 500-550 euros. Pour le moment, j'ai qu'une équipe. Si demain j'en ai 3, et si demain j'ai des 19, et si demain j'ai une réserve, c'est un coût de 1200 euros par match, par week-end, quoi. Je sais pas si vous voyez un peu la chose, c'est très très loin. C'est pour ça que bon, les clubs retirés comme nous, Propriane, tout ça et tout, on est vraiment excentré. On appelle à ce qu'on arrive à avoir des péréquations au niveau des arbitres, des trucs comme ça, parce que c'est très 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 compliqué. Oui, voilà, mais on fait avec. Attention, hein, on a le paysage autour. Quand on joue à Cargé, c'est très très bien. C'est vert autour, il n'y a pas de problème, quoi. Hein, on fait avec. Exactement. Et puis bon, c'est un accueil aussi qu'il faut faire à tout le monde. Et puis voilà, quoi. Et moi, je rends hommage à tous ces jeunes. Et là où j'ai une grosse fierté, c'est que dans l'équipe de Cargèse actuellement, il y a que des gens du territoire, c'est notre paysanne et du Charadio. Et ça, c'est une des plus grosses fiertés de mon club, quoi. De rester avec les gens de chez nous. Voilà, c'était Stéphane Zanettacci, président de l'AS Cargèse. Et vous avez gagné, enfin la réserve a gagné de Bocognano en R3 contre le Capigours 2-0. C'est important de passer ces tours de challenge pour garder une compétition en plus du championnat. Ouais, ben on a fait de ce challenge un petit objectif aussi, en disant aux garçons de l'équipe réserve de la R3 que c'était bien d'essayer de faire un parcours, d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette compétition. En plus, on a eu l'avantage de recevoir une équipe du Cap Corse qui se positionne assez bien en championnat. Mais bon, sur notre terrain, on savait qu'on avait l'avantage. Donc, on a eu en plus l'opportunité de voir la rencontre, puisque c'était en levée de rideau de la R1. Donc voilà, nos jeunes se comportent très bien en R3, c'est l'objectif. Depuis quelques semaines maintenant, certains ont intégré le groupe R1. Ça faisait partie aussi de l'objectif de saison, dans l'évolution, je dirais. Donc voilà, on se comporte bien aussi en réserve et c'est une satisfaction. En Régional 3, enfin l'équipe réserve, la politique c'est quoi? On se focalise sur les jeunes, des passerelles qu'il peut y avoir avec les 18 et des joueurs qui sont dans le groupe, des cadres et aussi des descentes de Régional 1 aussi. Alors sur les descentes, pas forcément. C'est vraiment uniquement les jeunes joueurs entre 18 et 22 ans qui sont ciblés pour redescendre jouer avec la R3. Éventuellement, si en fin de saison on a un objectif, que ce soit de maintien ou d'accession, on pourra renforcer l'équipe. Mais bon, sachant que le groupe R1 est restreint aussi. Donc voilà, c'est uniquement cette réserve pour nous, elle est qu'on appelle plus un groupe U20 pour nous, parce qu'on essaye de l'axer sur des jeunes entre 18 et 22, 23 ans, avec un ou deux cadres qui font office d'accompagnateurs avec le coach Stéphane Verdour. Donc voilà, c'est vraiment plus pour nous une équipe de jeunes, d'appui sur des jeunes qu'on imagine à court ou moyen terme pouvoir accéder à la R1. Et Pierre Franc, dès qu'on joue à domicile, a un œil dessus aussi. Et là, voilà, comme on a dit, on les intègre petit à petit avec le groupe pour qu'ils voient un petit peu comment ça se passe et qu'on voit sur lesquels on pourra compter la saison prochaine. Alors on enchaîne à présent avec la Régionale 1, le GFCA qui poursuit donc sa belle dynamique avec une nouvelle victoire, 2-0 contre Furiani Agliani avec 11 victoires
en 13 matchs et 2 nuls. L'équipe reste invaincue en championnat. Du côté de l'AS Porto Vecchio, nous avions reçu d'ailleurs en visioconférence le coach de l'ASVAR la semaine dernière qui évoquait la difficulté d'analyser le jeu de cette équipe. Une impression confirmée avec cette victoire 2-1 de Porto Vecchio. Et enfin, concernant la rencontre entre Bocognano et Ecce-Casuarel, Pierre-François, votre équipe a concédé un match nul, un but partout face à un adversaire, on peut le dire, assez surprenant, promu de R2 l'année dernière. Cette rencontre, elle a quand même semblé assez compliquée. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat ou est-ce que vous considérez cela comme finalement une contre-performance ? Non, c'est pas une contre-performance. Je suis assez satisfait du résultat. Après, bien sûr qu'on espérait à domicile prendre les 4 points. Mais on a fait un bon premier quart d'heure. Après, on a pris ce but qui nous a fait mal. On a été en difficulté sur la deuxième partie de la première mi-temps. J'ai dû opérer 2 changements à la mi-temps qui nous ont fait du bien. En deuxième mi-temps, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Donc l'égalisation est pour moi logique. On aurait pu peut-être l'emporter, mais peut-être le perdre aussi des fois. Donc c'est bien au final, ce match nul est satisfaisant pour nous parce qu'on continue d'engendrer des points et de se rapprocher de notre objectif. Voilà. Là, vous êtes au 4e au classement. L'an dernier, l'équipe a fini dans la deuxième partie de tableau. C'est une bonne première partie de saison et deuxième partie de saison que vous entamez avec aussi Bastelicac qui était plus ou moins au même niveau. C'est une satisfaction quand même avec un groupe assez restreint, comme vous l'avez dit, d'être aujourd'hui 4e de R1. Oui, non, c'est sûr qu'en plus, bon... moi, c'est ma première année aussi en tant qu'entraîneur principal. Comme l'a dit Yves, j'ai fait le choix en début de saison d'être seul pour essayer de vraiment privilégier le fait de faire passer mes idées, je dirais, seul. Voilà, je voulais pas d'autres messages, donc c'était un choix qui s'avérait un peu aussi être risqué, parce que de prendre toute la responsabilité aussi, c'est jamais évident sur une première année. Mais au final, on a fait ce bon début de saison avec ces 4 victoires, les 4 premiers matchs. Donc ça nous a fait du bien parce que ça nous a donné de la confiance. Après, on a eu un petit passage à vide, mais qu'on a su gérer aussi. Et au final, là, d'être dans la partie haute du classement, je pense pas que ça soit une surprise ou une anomalie, loin de là, parce qu'on a des bons joueurs, une équipe, voilà, on essaye de miser sur des jeunes insulaires et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on essaye de développer là à l'avenir, justement, avec, comme on en parlait juste avant, avec cette R3, voilà, des jeunes du cru qui sont à l'écoute, qui se donnent à 100% et donc on arrive à prendre du plaisir, quoi. On le voit au niveau statistique, vous êtes la 2e meilleure défense de R1, après le Gaz, mais bon, le Gaz qui est sur une autre planète en Régional 1. Ça vient appuyer justement la stabilité que vous évoquiez. Oui, ben, Yves le sait. Moi, c'est déjà quand j'étais arrivé avec lui, on avait essayé d'insister là-dessus. Bon, on avait échoué. La première année, on avait échoué. Parce qu'on avait pris d'autres directives, mais c'est vraiment la chose la plus importante pour moi dans le projet de jeu, c'est vraiment d'être costaud défensivement. Voilà, je l'ai dit de suite aux joueurs, ils le savent. Donc c'est une très grosse satisfaction pour moi pour l'instant qu'on soit la 2e meilleure défense. J'espère qu'on continuera. Parce que comme je dis aux joueurs, chaque année, si on prend les classements de R1, alors je ne dis pas qu'on veut être champion, mais si on veut être ambitieux, tous les ans, c'est la meilleure défense qui monte. Voilà. On peut reprendre les classements de l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je les ai tous faits, c'est toujours la meilleure défense qui monte. Donc pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir s'appuyer là-dessus, que ce soit pour la fin de saison ou pour même préparer la saison prochaine. Voilà donc pour cette 14e journée à noter que l'ASPV se déplacera du côté de Borgo et messieurs Bocognano qui se déplacera du côté de l'ASVAR. On enchaîne en National 3 groupe D, la réserve de l'ACA qui s'est largement imposée 5-1 face à l'Avant-Garde de Caen, tandis que la réserve du Sporting a décroché elle une victoire 1-0 contre Grand Quevilly grâce à un but de Cyril Etoga qui manque d'ailleurs actuellement de temps de jeu avec l'équipe première. A noter que la rencontre entre le FC Borgo et Wassel a été reportée
en raison d'un terrain impraticable à cause des intempéries. Et cette semaine, Borgo qui se déplacera à Dives pour attraper la 9e journée avant de recevoir Chatou la semaine prochaine. De son côté, la réserve de l'ACA se rendra à Saint-Ouen et le Sporting se déplacera également à Dives. La réserve de l'ACA qui est plutôt bien placée, Yves, qui est 4e du championnat. C'est important aussi pour l'ACA d'être bien placé et surtout de maintenir la réserve en 1-3 pour garder une stabilité s'il y a maintien de l'équipe en Ligue 2. Ouais, exactement, mais je pense que depuis notre époque à nous, où on avait connu la R1 avec la réserve, depuis cette époque-là, je crois qu'ils n'ont plus jamais quitté le niveau national, l'ancienne CFA2, la Nationale 3 maintenant. Donc, chaque saison, on voit qu'ils se comportent assez bien. Et depuis la saison dernière, ils sont dans le groupe ils sont plus dans le groupe Sud, je dirais, qui est un groupe très relevé techniquement, peut-être le plus relevé. C'est en tout cas ce que les parties prenantes en disent. Et l'ACA, voilà, à l'image du Sporting, ils font un petit peu le même championnat depuis le début de saison. Ils sont un peu au coude à coude tous les deux dans la partie haute du championnat. Et c'est important aussi, voilà, quand on a une équipe Fagnon qui tourne pas toujours à plein régime, de savoir qu'il y a une équipe réserve performante. C'est toujours important parce qu'on peut s'appuyer sur les jeunes et c'est ce que fait l'ACA d'ailleurs. Pour finir sur ce groupe, et on voit Borgo, comme vous l'avez dit, les leaders et ceux qui montent ne prennent pas beaucoup de buts. Et pour le moment, c'est le cas du FC Borgo qui a pris que 6 buts depuis le début de championnat, qui réalise pour le moment une très bonne première partie de saison. Ils ont 2 matchs en retard. Ça sent plutôt bon pour les hommes d'Adrien Rossigne et de Gary Koulibaly. Oui. C'est assez surprenant aussi par rapport aux discussions qu'on avait eues, parce qu'il nous avait dit que c'était une année de transition. Donc je pense qu'ils sont surpris aussi peut-être d'être là. Bon, très contents. Et c'est pas volé parce que, comme vous le dites, au vu de leurs résultats et de leur solidité, voilà, c'est toujours plus facile d'être en haut. Donc j'espère qu'il y aura une issue favorable pour eux. Allez, toujours en National 3 maintenant, le groupe J, le groupe du Gallia du Sud et de Corté. Le Corté qui se relance en s'imposant 2-0 contre le Gallia Luciana, justement. Ça donne un peu d'air aux hommes de David Faderne. Le Sud, quant à lui, s'est incliné 3-1 face à la réserve de l'Olympique de Marseille. Pour les prochaines journées, ça va être assez inédit parce que le Gallia joue ce soir contre Villefranche, joue samedi contre Beaucaire. Ils vont enchaîner 2 matchs à domicile avant de recevoir Aigues-Mortes dans 2 semaines. Corté qui va se déplacer à Alès et le Montpellier qui va recevoir le Sud. Le Gallia Luciana qui va, messieurs, quand même recevoir 4 fois, puisque la journée encore d'après, ils vont recevoir. Ouais, ils vont avoir l'opportunité de sortir un petit peu de cette deuxième partie de tableau. Ils sont englués avec ces 2 matchs en retard qui les attendent. Donc, bien entendu, voilà, ils ont l'opportunité. Les matchs en retard, on sait que c'est souvent piégeux parce qu'on se dit on se projette rapidement vers l'avant, mais on peut aussi stagner malheureusement. L'avantage, c'est que sur leur terrain, ils sont assez performants. Voilà, ils ont été défaits du côté de Corté. J'ai presque envie de dire que c'est une bonne nouvelle parce que ça relance un petit peu Corté. Et le Gallia va pouvoir peut-être retrouver un petit peu la partie haute de ce classement à condition de prendre des points. On regardait un petit peu le classement avant de venir avec Pierre Franc, et ils vont jouer Beaucaire qui est en haut tableau et Villefranche qui était au fond du tableau encore il y a 2-3 journées. En prenant des points, c'est un petit peu relancé. Donc les hommes de mon ami Steven Inzerillo, je pense, feront le job et vont se reclasser dans ce championnat. Puis c'est assez inédit quand même, 4 journées, même s'il y a des journées en retard, 4 journées, 4 fois à domicile, ça va être un vrai plus sur ces 4 journées. Ah oui, sachant qu'à domicile, en plus, ils ont tendance à être performants. Un bon mélange entre des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs. Ils ont recruté notamment le jeune Doumé Nodz pendant la trêve de Corté. Donc voilà, on le sait, c'est un projet aussi de transition parce qu'il y a eu un changement de président la saison dernière. Donc voilà, c'est encore en chemin. Je pense que l'année prochaine, ils vont pouvoir nourrir des ambitions dans ce championnat. On continue ? On continue. Allez, on continue avec la Nationale 2. Donc du coup, groupe C, Fouriani qui s'est incliné 2-0 à Beauvais et voit son adversaire du jour lui passer devant au classement. Le club corse occupe désormais la 10e place. De son côté, le FC Balagne poursuit sa bonne série avec une 3e rencontre sans défaite, s'imposant 2-1 face à Chambly. Le club se retrouve 4e ex aequo avec Bischheim tout en ayant un match en moins
Et concernant les matchs en retard de la 14e journée, le FC Balagne se déplacera donc à Haguenau, tandis que Fouriane, qui avait joué 7 journées dès le 20 décembre dernier, s'était imposé 3-0 contre Villers-Houlgat. Et on va voir justement en image le FC Balagne qui s'est imposé, comme tu l'as dit, 2-1 face à Chambly. Chambly qui était un club de Ligue 2 il y a de ça quelques années. Le FC Balagne qui tient la cadence malgré justement les points qui ont été retirés au club. Oui, ben, ils sont sur une bonne dynamique depuis la saison passée. Hein. Donc c'est dommage qu'ils aient eu ces points en moins et qu'à un moment donné, je pense que ça les a freinés même un peu mentalement parce que leur début de saison était parfait. Ils se retrouvent dans un championnat où je pense qu'ils sont tranquilles. Donc Oui. ils peuvent, je pense, déjà commencer à préparer la saison prochaine et essayer peut-être d'être un peu plus ambitieux parce que on voit qu'ils en ont la possibilité. À noter aussi que le FC Balagne a perdu leur attaquant Ozumo qui a quitté la Balagne et comme tu l'as dit Brice, ils vont se déplacer à Haguenau pour rattraper la 14e journée. Et on termine par la Ligue 2. Les matchs des clubs corses et le Sporting a fait 1-1 contre Pau. Un match, franchement, les messieurs, le Sporting n'aurait pas pu espérer mieux dans ce match que de ramener un point. Ouais, une égalisation au bout du temps additionnel avec ce pénalty marqué par Julien Madjot. Donc sur l'ensemble du match, c'est pas démérité. Face à une équipe de Pau habituée à cette Ligue 2 aussi, capable du meilleur comme du pire. Donc je craignais un petit peu ce match parce que Pau est dans une bonne forme en ce moment. Ils sont très dangereux quand ils sont dans cette situation. Le Sporting a su réagir en fin de match pour garder son invisibilité à domicile. On sait que c'est toujours difficile d'aller gagner à Fouriane. Ça a encore été prouvé ce week-end. Et le Sporting va encore avoir l'opportunité de recevoir Metz. Alors c'est sûr que je pense que vis-à-vis des supporters, il y a une petite déception parce qu'ils auraient aimé gagner. Mais on sait que cette saison, ils ont autant de mal à gagner qu'ils ont la force de réussir à ne pas perdre. Mais c'est sûr qu'en général, à domicile, le public attend un peu mieux de ses joueurs et bon, ils vont avoir l'occasion dès ce week-end de se rattraper face à une très belle équipe de Metz. Puis le fait, en dehors du terrain pendant ce match, ça a été, vous l'avez vu, le craquage de Benoît Tavenot juste avant la célébration devant le COP des supporters. Moi, je pense que la célébration devant les 1905 Bastia 1905, ça a sonné un peu la révolte dans l'équipe, ça a donné un supplément d'âme aux hommes de Benoît Tavenot. Oui, non, c'est sûr, c'est des petits détails qui des fois réveillent des équipes et je pense que voilà, Benoît a dû se sentir touché lui aussi et comme c'est quelqu'un qui aime le Sporting, ça on le sait depuis des années, hein, donc il a dû se sentir touché et peut-être que sa réaction... Voilà, il essaie peut-être aussi d'entraîner son équipe là-dessus. Donc, c'est sûr qu'après, bon, c'est compliqué sur les réseaux sociaux, toute cette haine, c'est difficile parce que il faut se mettre à sa place aussi. C'est un entraîneur, voilà, il y a beaucoup de pression le soir d'un match, donc c'est toujours compliqué. On peut pas savoir comment réagir et chacun a son caractère. Donc, voilà, j'espère que Benoît ne sera pas trop sanctionné. Et qu'il pourra continuer à exercer ses fonctions tranquillement, quoi. Qui plus est, comme vous l'avez dit, hein, Benoît nous disait qu'il a encore plus la pression qu'ailleurs parce que c'est son club de cœur, c'est le Sporting. Et le geste qu'il a eu envers le joueur de Pau, s'il y a eu... ça va tellement vite, hein. C'est avec la pression qu'il y avait autour de ce match. Il a dit aussi que son équipe c'était le niveau le plus bas qu'elle affichait depuis le début de saison. Donc il y avait un peu de frustration, je pense, mais ça fait partie du jeu, mais c'est sûr que c'est des erreurs à ne plus reproduire. Ouais, c'est ça, ça intervient dans un contexte où il y a une accumulation de certaines choses négatives, je dirais, l'ouverture du score. Un Sporting qui affiche un mauvais visage ce soir-là. Dans le Sporting qui est dans une mauvaise dynamique, son seul fait d'armes, c'est le derby contre la CA. Sinon, bon, malheureusement, le Sporting ne tourne pas trop bien en ce moment. Donc,
c'est sûr que si le Sporting marchait sur l'eau en ce moment, cet événement, cet incident ne serait pas arrivé. Alors c'est sûr que ça choque un petit peu parce que c'est un entraîneur en professionnel, mais voilà, comme l'a dit Pierre Franc, malheureusement des coups de sang, ça arrive un petit peu. Donc comme il a dit lui-même, espérons qu'il soit jugé sur les faits et non pas sur tout le reste. Puis il y a aussi une petite parenthèse que moi je trouve qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux des gens qui sont loin du Sporting, qui tapent sur le Sporting en disant qu'ils descendent, qu'on ne les voit plus. On parle de racisme, mais le racisme anti-corse, même Brice, je ne sais pas ce que tu en penses, sur les réseaux, il est assez présent de la part des supporters des autres clubs de France. Non, mais il est bien sûr présent, ça c'est une certitude. Puis après, ce qui a été aussi notable, c'est la manière dont la vidéo et dont ce qui s'est passé a été très vite publié justement sur les réseaux sociaux avant même qu'on puisse réellement avoir un retour, puisque après c'est mon avis totalement personnel, mais lorsqu'on voit comment ça s'est déroulé, on voit un Benoît Thavenot effectivement qui saisit le joueur parce qu'on voit qu'il y a un gain de temps qui est en train d'essayer d'être fait, et le joueur qui tout simplement se laisse tomber, et Benoît qui s'y attend pas forcément et qui continue à le tenir. Et donc c'est vrai que dans cet enchaînement-là, il y a eu les images qu'on a vues, et donc on peut comprendre après effectivement les discussions qui suivent derrière, puisque voilà, il faut savoir se tenir, il faut savoir faire preuve de contrôle, mais comme vous l'avez très bien dit, on ne sait jamais comment on réagit dans ces cas-là, mais en tout cas de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, le problème qu'il y a, c'est que dès qu'il y a un petit truc qui se passe au Sporting, c'est toujours voilà, la manière pour les autres de nous taper encore dessus une fois de plus. Il faut savoir prendre du recul, je pense, sur cette situation, et c'est d'ailleurs ce que font les joueurs et tout le staff du Sporting Club de Bastia, et de pas trop donner suite à ça. En tout cas, j'aurais dit, si je peux juste me permettre de rajouter quelque chose, c'est aujourd'hui d'ailleurs que la commission de discipline devrait mettre le dossier en instruction concernant justement l'affaire de Benoît Thavenot. Benoît qui disait d'ailleurs, dans une entreprise normale, ce que j'ai fait peut aller jusqu'au licenciement à la place de mon président, donc Claude Ferrand dit, je me poserai la question, si j'étais viré, je le comprendrais totalement, j'assumerai cette faute grave. Voilà ce qu'il disait. Oui, c'est une situation que on espère que pour Benoît, la sanction ne sera pas trop lourde pour avoir une continuité sur le projet sportif et qui est mis en place par Fred Antonetti, Claude Ferrandi et Benoît et Manu Giudicelli. Maintenant, Yves, Pierre-François, un mot sur la CA qui retrouve des couleurs avec deux matchs de victoire et qui recolle avec 3, qui est le premier non relégable, en s'imposant 2-1 face à Rodez. La situation un petit peu inespérée, je dirais, il y a quelques semaines, parce qu'on attendait depuis longtemps une victoire du côté d'Ajaccio. Donc c'est chose faite contre Caen à domicile dans un match de la peur, en plus en ayant été mené 1-0. Et une victoire à l'extérieur, alors attendue depuis plus de 400 jours maintenant. Donc la fâcheuse habitude d'avoir des difficultés en déplacement, mais qui concerne malheureusement de nombreux clubs corses à tous les niveaux. Donc voilà, la CA a su je dirais, l'emporter au bon moment dans cette saison, parce que ça devenait urgent. Et la CA qui engrange 6 points sur 6 face en plus à 2 concurrents directs, en mettant quand même un petit peu à l'écart, en recollant sur 3, en profitant des résultats, des mauvaises performances d'autres adversaires directs à l'image du Red Star, voire de Clermont, où la CA va se déplacer ce week-end. Donc forcément, c'est un bon bol d'air pour les assistes. Puis pour parler un peu extra-sportif, sans trop rentrer dans les détails, il y a eu la création des socios à la CA pour pallier le déficit financier du club. Où ça en est? Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis ces dernières semaines? Bah oui, on a des réunions toutes les semaines. On a une réunion hier avec des dirigeants du club. Il y a une réunion demain avec les politiques à Ajaccio aussi, donc ça avance pas mal. La situation est différente du Sporting, parce que le Sporting, il y avait une situation qui était actée, où le Sporting était condamné à repartir de la Nationale 3. Aujourd'hui, la CA n'est pas encore condamnée sportivement, n'est pas encore condamnée administrativement. Il y a des potentiels repreneurs, donc la création des socios est actée. Il y aura la première assemblée générale la semaine prochaine. Cependant, le statut juridique reste encore à définir. Parce que comme on en parlait hier en réunion, il y a une situation qui n'est pas encore actée. S'il y a un éventuel repreneur, comment ça se passera? Donc voilà, pour le moment, ça avance à petits pas, mais ça avance bien. Oui.
Non, mais c'est vrai qu'on le voit, parce que ce qui est notable, c'est qu'effectivement, par rapport à cette situation très compliquée de l'ACA, les dirigeants ont choisi d'être, entre guillemets, le plus transparent possible depuis le départ, pour justement réussir, je pense, à faire en sorte que des solutions puissent être trouvées rapidement, puisque comme vous l'avez très bien dit, la situation n'est pas encore vraiment arrêtée pour l'ACA, et donc on sent vraiment cet élan et cette cohésion entre les dirigeants et les supporters. Voilà, moi je pense que stratégiquement, le moment était mal choisi parce qu'il y avait la réception d'Annecy, le derby derrière, la réception de Caen, il y avait un enchaînement de matchs assez important et stratégiquement, je pense que ça a pesé dans les têtes des joueurs. Voilà, par contre, c'était peut-être le moment aussi pour eux de tirer la sonnette d'alarme. Ça a attiré un petit peu l'attention de tout le monde. Ça a permis paradoxalement de retrouver ce côté familial aussi du côté de l'ACA où tout le monde se retrousse les manches aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions à l'image de cette création de Socios qui intervient par le biais de différents supporters, de différents bords politiques, avec différentes facultés. Donc c'est aujourd'hui, voilà, tout le monde se retrousse les manches du côté de l'ACA. Ça bosse bien, ça bosse doucement parce que c'est pas nous qui allons évidemment régler le problème administratif, mais ça a permis en tout cas de donner un élan positif. Et comme ils le disent eux-mêmes en interne, ça a certainement permis aussi aux joueurs psychologiquement de pouvoir redresser la barre. Puis, moi, un mot pour ce qui me concerne, vous savez qu'on est sur Énergie Corse et à Gorsk KTV supporter du Sporting, mais voir l'ACA dans cet état, il y en a à qui ça fait plaisir, qui supportent le Sporting. Moi, franchement, ça me fait pas plaisir parce que c'est un club corse. Ça nous identifie hein, aux yeux de tout le monde. C'est important de maintenir l'ACA à un niveau honorable qui est la Ligue 2 et qui est le niveau de l'ACA, hein, tout simplement. Hein. Mais de voir l'ACA mal en point, au cœur des critiques, au cœur des polémiques, c'est jamais plaisant à voir. Ouais, non, il y en a beaucoup qui espèrent cette situation, mais pour moi, tous les clubs, enfin, on doit être supporter de tous les clubs corses. Après, bien sûr, il y a des affinités avec les clubs qui y versent, mais la CA, ça ne doit pas être un dépôt de bilan et repartir en National 3 ou en Régional 1. Non, mais c'est sûr, surtout que même pour la rivalité, je trouve que c'est toujours bien qu'il y ait un club en Ligue 2, enfin qu'il y ait deux clubs en Ligue 2 pour les derbies, pour tout ce que ça, voilà. Même si des fois c'est compliqué. Moi, je prends un exemple. Par exemple, je suis supporter de l'AS Rome. J'aimerais pas que la Lazio descende en Série B. Parce que dès que je regarde le calendrier, je regarde ces matchs-là, voilà. Alors c'est une rivalité décuplée, mais bien sûr. Dans l'idée, et puis en plus même pour les jeunes d'ici, la CA c'est bien structuré. Nous, à Ekiv, on était au centre jeune à la CA et l'évolution qu'elle a eue, elle est phénoménale. Donc pour les jeunes d'ici, que ce soit d'Ajaccio ou même de Bastia, parce qu'il y en a certains qui descendaient à un moment donné quand le Sporting était moins bien, quoi qu'il arrive, c'est bénéfique. Donc il faut que la CA reste en Ligue 2, tout comme le Sporting, voilà. Que ce soit pour la Corse ou pour le football corse. Et comme vous l'avez dit, hein, le derby Sporting ACA, c'est la vitrine hein, du football corse. Donc voir disparaître ce derby ou alors attendre 4-5 ans si l'ACA descend bien entendu en championnat amateur, franchement c'est pas le but. Et avoir ces affiches de Corse en foot professionnel, c'est tout ce qu'on souhaite. Ouais, puis ce qui est important de préciser aussi, c'est qu'au-delà du plan sportif, il y a aussi tout l'extra sportif. Oui. Et un club de foot, c'est une entreprise. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui gagnent leur vie à travers le club et qui parlent de relégation à ce stade-là. Ça parle forcément derrière de licenciement et d'une restructuration globale d'un club. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Et quand je vois effectivement des gens, peu importe, comme on le dit, l'équipe qu'on supporte ou non, il faut penser aussi aux gens derrière et des impacts économiques que ça peut engendrer. Il y a plus de 150 familles corses qui seront impactées par la disparition, entre guillemets, dans le football professionnel de l'ACA. Il y a un centre de formation qui travaille à merveille depuis quelques années et qui forcément disparaîtra. Voilà, donc il y a toutes les entreprises autour de l'ACA parce que les équipes se déplacent jusqu'à Ajaccio, les équipes logent à Ajaccio, les équipes des jeunes ou dînent à Ajaccio. Donc forcément, ça engendre d'autres critères
que le côté sportif simplement, quoi. Exactement, ouais. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur les différents championnats qui se sont joués le week-end dernier, que ce soit les coupes régionales, que ce soit le Challenge ou la Coupe de Corse. Et en terminant par la Ligue 2, messieurs, merci d'avoir fait le déplacement de Bocognane jusqu'à Bastia pour participer à cette émission. Brice, merci d'avoir pris part à cette émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur Agorska TV pour une nouvelle émission de Tutti Foot. Merci à tous.